l'after, donc Daniel Riolo, Jonathan Maccardy et Pascal Perry toujours avec nous. Alors je précise pour ceux qui nous écoutent sur RMC que bien sûr tous ces tableaux sont disponibles sur tous nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, comme ça c'est vrai que là on a donné plein de chiffres d'un coup, c'est un peu compliqué à suivre à la radio, mais voilà, sur le compte Twitter @RMC, je peux résumer et te dire que mes champions, sur le calcul entre le chiffre d'affaires, le budget des clubs et le nombre de points marqués, mes champions, c'est l'En Avant Guingamp, 520 000 €, les amis, pour marquer un point. L'Olympique Gymnase Club de Nice, 530 000. Le SCO d'Angers. Et on a Monaco qui est dans le quartier. Et voilà. Mauvais élève de la Ligue 1. Mauvais élève, mais pour des raisons là aussi qu'on a plaidé. Il faut se présenter un peu aussi comme des avocats du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ne devrait pas être comparé à Dijon, à Metz ou à Nancy, mais doit être comparé au Real Madrid, au Bayern de Munich, etc. Et donc là, on a un club qui, c'est vrai, en France, dépense beaucoup d'argent pour marquer finalement assez peu de points, mais qui, comparé à ses cousins européens, est un club plutôt bien géré. Oui, qui au classement même UEFA doit être 6e ou 7e. C'est pas non plus une catastrophe, quoi. Loin de là. Le PSG. Non, pas du tout. Moi, je suis très admiratif de ce que les Parisiens ont fait, parce que quand les Qataris sont arrivés en 2011, la recette billetterie, c'est-à-dire l'attractivité du spectacle sportif tel que tu le définissais, c'était 20 millions d'euros par an, la recette match day. Aujourd'hui, on est à 90 millions d'euros par an. Ils ont vachement bien bossé en marketing. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont amélioré le stade, ils ont élargi les VIP, les places hospitalité. Enfin, ils ont fait un vrai boulot. Alors c'est vrai qu'ils sont en situation de monopole dans une région de 12 millions d'habitants, mais ils ont fait leur boulot. Je me suis toujours demandé une question peut-être qui est un peu hors sujet par rapport au thème de ce soir, mais si la Ligue 1 pouvait dans un monde imaginaire être rachetée par une entreprise privée, à combien ça serait valorisé ? Oh là là, alors là, l'estimation des clubs. Un entrepreneur privé qui rachèterait la Ligue. Oui, c'est impossible, mais je me suis toujours demandé à combien on valorisait le produit Ligue 1. C'est-à-dire qu'un homme serait le gestionnaire de la compétition. Voilà, oui. Le produit football c'est imaginable, pro ça. Doit faire autour de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais les résultats, c'est ce qui compte au fond, c'est le profit, sont tout juste positifs cette année. Après avoir été négatifs et très négatifs au cours des années précédentes. Donc moi j'achète du profit. Je connais peu de gens qui achèteraient des pertes, et le football a été en France plutôt un secteur qui perdait de l'argent. Il est aujourd'hui à l'équilibre parce qu'il y a des efforts en matière de gestion qui ont été menés, la DNCG, la Ligue de football pro, les clubs eux-mêmes ont fait des efforts, mais c'est encore un sport qui produit peu de revenus. La Ligue, c'est quoi ? C'est une délégation de service public, une subdélégation, donc dépendante du ministère. C'est compliqué. Donc ça, dans l'absolu, c'est pas complètement dingue ce que tu as dit. Je veux dire, imaginons la curiosité, un milliardaire qui dit j'achète la compétition, pas forcément milliardaire, l'indépendance de la Ligue par rapport à la Fédé, j'organise la compétition avec les clubs qui envoient chacun un représentant au conseil d'administration, donc là, un peu le fonctionnement actuel. Si, ça pourrait exister, ça. Mais là, on serait dans le cadre d'un champ de ligue fermé. Vous savez quelle ligue a été rachetée, qui détient le record de somme de rachat ? C'est quelque chose qui est sur nos chaînes, c'est l'UFC. C'est l'UFC. 4,2 milliards racheté par WME et MMC. C'est parce que tu veux parler de l'UFC. Non, pas du tout, mais vous parlez de l'UFC, lui. L'UFC que choisir, là. After l'UFC, after MMA bientôt. L'UFC que choisir. Ce que montrent également les tableaux, les budgets, la comparaison. Ce qui est intéressant, c'est le 7e tableau, le dernier, quand on compare en Europe. À l'évidence, un jour, ces clubs, c'est-à-dire les grands clubs européens, auront vocation à jouer entre eux de façon plus constante, pas nécessairement dans une compétition telle qu'elle existe aujourd'hui. On en parle depuis des années, ça n'a jamais abouti. L'attachement aux compétitions nationales est fort, Pascal, tu sais. C'est vrai, mais en même temps, les intérêts économiques sont dominants. Le football s'est mondialisé. Ça fait des années qu'on en parle. On a commencé à en parler dans les années 90 de ça, et finalement, ça n'a jamais vu le jour. Daniel, je dis aurait vocation. Je dis pas que je le souhaite d'une part, je dis pas que ça se produira d'autre part. Ça aurait vocation. Non, mais je suis d'accord. d'accord. Il a un côté schizophrène, c'est-à-dire qu'il t'amène ces chiffres-là en les expliquant clairement, et en même temps, il a ce romantisme d'aller voir Wimbledon jouer en D4 anglaise, donc il sait ce que c'est que l'histoire du football.
l'AFC Wimbledon, Voilà. c'est ça. Donc, J'étais il y a 3 semaines. Mais- J'étais il y a 3 semaines. J'ai eu deux événements sportifs dans le ma vie. Wimbledon qui s'était qui passé donne- à Milton Keynes. Non, Milton Keynes, exactement. Non. C'était 2 événements qui marquent la différence entre ce qu'on fait en Angleterre et ce qu'on fait en France. Je suis allé un samedi, je crois que c'était il y a 3 semaines, voir les playoffs, Final Playoff of League One, la 3e division. Wembley. C'était à Wembley. C'était à Wembley. Bradford d'un côté, Millwall de l'autre. Millwall des bûcherons. Le football anglais tel que vous l'imaginez, comme vous Millwall, l'avez toujours rêvé, des mecs d'1m95, des blonds, en général. D'ailleurs, vous avez vu Millwall, là, le supporter de Millwall qui s'est jeté sur les assaillants à Londres. Non, j'ai pas vu ça. Mais Il s'est jeté sur l'assaillant qui poignardait tout le monde en mais je suis disant pas étonné. Millwall, motherfucker. Et Je suis pas étonné. il s'est pris une dizaine de coups de poignard et il a sauvé la vie de dizaines de personnes. alors, ce que je voulais te dire, c'est il y avait 55 000 personnes à Wembley. Et on parle de la 3e division anglaise, Bradford contre Millwall. Je crois que c'est 48 heures auparavant, j'étais allé à Charletti voir nos Paris playoffs FC. à nous, Ah oui. entre le ça Paris fait mal. Football Club Ah oui. et l'US Orléans. Et nous étions, je pense, à avoir payé un billet. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas payé, je me suis fait inviter, je le dis très clairement. Nanty. Mais les gens, oui, Nanty, je l'assume. Mais les gens qui ont payé leur billet devaient être, je ne sais pas, entre 1500 et 2000. Voilà. C'est l'écart qui existe. C'était C'est déjà. l'écart culturel qui J'aurais existe. jamais C'est dit que l'écart c'était culturel autant, qui tu vois. existe. Ouais. Et toi Ouais. qui parlais de prix et de valeur, tu vois, là, il y a quelque Ouais. chose qui a de la valeur. Et il y a un autre événement sportif, une autre Ouais, activité bien sûr, sportive ouais. qui en a moins. Mais Dommage. Juste pour rebondir sur ce que tu disais là sur cette histoire de ligue fermée, quand tu disais que les clubs les plus puissants avaient cette vocation-là, c'est vrai. Mais encore une fois, je pense que le football, c'est pas une entreprise comme une autre, où dans une entreprise, on est tu d'accord. peux pousser la rationalité économique à son paroxysme. Mais là, en l'occurrence, il y a des règles et un vrai. héritage qui fait que c'est quelque chose d'impalpable, qui fait que ça serait, à mon C'est sens, pour c'est ça que impossible. pour l'instant, ça ne s'est pas fait et que les clubs eux-mêmes ont résisté. Ah bah oui. Même des clubs comme le Bayern ont souvent freiné pour ça. Ouais, mais le Bayern, ils tiennent un peu un double discours parce que c'est les premiers à vouloir favoriser les gros clubs en Ligue des Champions Bien en sûr, permanence. C'est vrai. Et d'un autre côté, ils tiennent à leur Ils Bundesliga. étaient dans le coup avec Bon. Agnelli Ah ouais. pour l'histoire du. Ils ont un peu le cul du entre deux 4. chaises, ces gros clubs. Du en 4 fait. pour les Et gros et Ils tout. aimeraient bien aller au bout de la logique Ouais, que décrit ils l'ont- Pascal. non, en fait, Et en même temps, ils sont tirés vers en l'arrière. fait, ils l'ont souvent utilisé comme une menace par rapport à l'UEFA pour avoir plus d'un pouvoir et d'indépendance. À chaque fois qu'il y a eu des tensions, ils ont agité la menace. Ouais, si nous emmerdons, on se barre. Non, mais Et l'UEFA, à chaque fois, dit bon, T'as ok, c'est bon, on va vous donner plus d'oseille. tu as raison, c'est l'arme nucléaire. Exactement. Il faut montrer qu'on l'a, C'est ça. mais ne jamais s'en servir. Mm. En même temps, j'ajoute, puisque le sujet semble vous intéresser, que plus les droits télé de la C1 Pour nous, vont ça reste augmenter, toujours. plus la tentation, à un moment ou à un autre, sera grande. Voilà. Pascal, merci. Tiens, je conclue avec quelques tweets. Oui. Qu'est-ce que j'ai par exemple, Jérém qui nous dit le ratio de Manchester, ça doit être chaud. Bah, c'est vrai que le budget de Oui. Manchester et la masse Ouais, salariale de bien sûr. Manchester. Je ne l'ai pas fait, mais on pourrait le faire facilement. Karen qui nous dit je suis économiste, attention, la courbe du prix des points est convexe. Plus on en a, plus il est cher d'en avoir plus. Bien sûr, c'est Voilà. clair. Elle a parfaitement raison. Et puis Toto Berizzo qui dit bah, le prix de la Ligue 1, c'est les droits de télé, tout simplement. Mais je pense pas que ce soit les droits de télé, parce que les droits de télé, Non. vu qu'il y a une surenchère entre acteurs, c'est sans doute surévalué par rapport à ce que ça vaut. Non, les droits télé, c'est 50% du budget des clubs, à peu de choses près. En Ligue 1, c'est autour de 50%. Je pense que c'est pas Non, mais fait je voulais sous dire la la barre. valeur. Oui, oui, bien sûr, c'est la valeur, mais c'est pas suffisant parce que le football est aussi, vous l'avez dit, chacun, c'est un spectacle vivant. Et le spectacle audiovisuel n'a de sens que si le spectacle vivant est vraiment vivant. C'est-à-dire, on ne bien verrait sûr. pas des caméras Bien dans sûr. des stades vides, sans ambiance, etc. C'est un sport dans lequel le public coproduit l'ambiance. Et donc, s'il n'y a pas de public dans les stades, ben, le produit audiovisuel, il est moins bon. C'est vrai. Et puis Casa d'émission qui lui dit réaction de Fred Hermel, comment ça le prix du point est plus élevé au Real? Moi je suis au stade et le point est meilleur quand on le dit ici. dit Casa Sûrement. d'émission, Sûrement. prix tournelle de Fred Sûrement. Hermel. Merci Pascal. Merci. À très bientôt À dans bientôt, l'After. Jérémy. Et donc tous les tableaux donc sur le compte Twitter de l'After si vous êtes intéressé bien sûr. On enchaîne avec notre mercato. On va faire Bordeaux tiens en premier avec vous connaissez notre nouveau jeu hein, que je vais vous Non, expliquer je tout de revois suite Pascal. dans le Et jingle discrètement, mercato. salut Pascal. Salut Pascal. Oui, salut. À bientôt. Ceux qui potassent le bac là, on leur a des tuyaux pour le bac et quoi, hein. Quoi donc? Non mais j'y pense parce que t'as parlé de ton UFC que choisir.
Tu nous as même pas fait un petit débrief du combat Yoka contre le gardien de parking là. Bon, c'est pas de l'UFC ça. Non, mais alors je vais te dire un truc en deux mots. À la base, il vient de la boxe anglaise. En base, je viens de l'anglaise. J'ai côtoyé plusieurs fois. Je me suis entraîné plusieurs fois. Non, mais c'était une blague ce combat. D'une part, c'est une blague, mais d'autre part, faut arrêter de penser que Tony Yoka pourra lutter avec les poids le haut de la catégorie au niveau des poids lourds, parce que il est bon. 5 ans d'entraînement. Mais je pense que c'est la classe en dessous des Joshua, Fury et Wilder. Lui, il veut Joshua, il l'a dit. Hein. Oui, il vaut mieux pas que ça lui arrive maintenant. Donc je pense qu'il faut mieux qu'il continue à prendre des stepping stones comme ça un petit peu. Après, il va bosser, il va gonfler un peu. 2 questions. Il va gonfler. La mâchoire et le punching power. Pour moi, c'est en dessous des autres. Bon. Et sa mâchoire, je trouve son menton est suspect. C'est-à-dire quoi ? Bah, ça veut dire que son menton est suspect. Ça veut dire qu'il y en a, tu leur mets des patates dans la mâchoire, ils tombent pas, et il y en a, tu leur mets une gifle, ça tombe. Et la mâchoire, ça défait la carrière des boxeurs. Et c'est génétique, tu peux rien y faire, tu peux pas l'entraîner. Si t'as une mâchoire suspecte, t'as une mâchoire suspecte. C'est comme avoir des mains de cristal. Si t'as des mains de cristal, t'as des mains de cristal. Ça se voit à l'œil nu, ça ? Ça se voit aux Jeux Olympiques sur 2-3 coups qui m'avaient pas l'air d'être des coups à pleine puissance, qui étaient juste des jabs ou sa tête vibre pas mal quand même. Attends, il est en train de dire des trucs, ça se voit. Quand sur un jab, tu vois que le mec, ses jambes, elles commencent à trembloter, c'est que ta mâchoire, malheureusement, tu peux rien y faire. Tu peux t'entraîner autant que tu veux. Ta mâchoire, elle est pas en titanium. En titanium. Donc... Mais c'est un fait. Non, mais c'est un fait qui est marrant de parler de mâchoire, mais c'est génétique. Mais ça fait la carrière de boxeur. Prédisposition génétique pour. Ah bah ça aide d'avoir une bonne mâchoire, ça aide. Et ça, tu peux rien y faire. Jingle Mercato. Moi j'aimerais bien continuer à parler 10 minutes de boxe. Vous connaissez notre nouvelle formule. Après un after tennis dans la foulée. Vous connaissez notre nouvelle formule Mercato là qu'on a lancée hier soir. Vous êtes le directeur sportif de votre club et on vous évalue. Hier, Antoine, supporter de Guingamp, a eu une note de 7,66. Pierre, supporter de l'OL, a eu une note de 6,83. Daniel, il voulait me recruter. C'était au moins 8,5 le mec de Guingamp. Attends. Écoute, Guingamp, je lui ai mis 8 sur 10. Florent lui a mis 8 et Jérôme lui a mis 7. Donc ça fait 7,66. Rotten, il est aigri, c'est tout. On va voir ce que vaut Jérémy, qui va jouer ce soir le directeur sportif de Bordeaux. Salut Jérémy. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut. Jérémy, tu es donc intronisé par l'after directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Peut-être un rêve pour toi qui est supporter des Girondins. Donc profite. Qu'est-ce que tu fais au Mercato ? Qu'est-ce que je fais au Mercato ? Déjà, je continue sur les bases qui ont été posées par le coach, par Jocelyn Gourvenec. On est parti sur un nouveau cycle à Bordeaux avec toute une équipe renouvelée l'année dernière. Donc je vais venir apporter moi surtout 3-4 touches, surtout donc en défense. En défense, un latéral gauche parce qu'aujourd'hui Contento c'est pas ça nous va pas. Contento Puget c'est trop faible. Donc on est sur le petit Ferland Mendy du Havre qui est comme très bon. Voilà, comme beaucoup, et on est plutôt bien placé actuellement. Oui, c'est vrai. Suivant les dernières rumeurs, on est quand même plutôt bien placé. Vous tenez la corde. Effectivement. Donc moi je pars là-dessus, je pars sur Ferland Mendy à gauche. Je veux récupérer Sabali. Sabali, je veux l'acheter à Paris. Ouais, qui est prêté cette année. Voilà, qui était prêté cette année. Aujourd'hui, là, je veux l'acheter parce qu'il a fait une saison monstrueuse. Et il est monstrueux en arrière droit et je pense que bientôt. Il est meilleur que Serge Aurier ? Ah oui, il est meilleur que Serge Aurier. Département. Pour moi. Attends, excuse-moi, Serge Aurier, il y a encore un an, c'était un des meilleurs latérales droits d'Europe. Hein. Ouais, il y a encore un an. Mais selon les experts et les spécialistes de tous bords. Si on prend parle de Bordeaux, tu me ramènes à Serge Aurier. C'est pour me tenir au courant, tu vois, je sais pas. Vas-y, Jérémy. Donc moi, j'achète Sabali. J'achète aussi Jovanovic, le défenseur qu'on a été prêté, qu'on s'est fait prêter par le Zénith Saint-Pétersbourg. Elle est pas mal, ouais. Qui a été aussi très très bon pendant la deuxième partie de saison. Donc ça, j'achète. Au milieu de terrain, je vais renforcer un petit peu. Je prends le petit Valentin Rongier de Nantes, que je trouve vraiment très intéressant. Et c'est pas donné effectivement, mais c'est costaud, c'est jeune. Milieu défensif, ça peut venir suppléer tout l'allant. Ça peut jouer dans le milieu à 3 avec Stancaré et Vada. Donc ça peut faire un bon complément. Faut pas oublier que cette année, nous on a la Ligue Europa. Donc la saison va commencer assez tôt, donc il nous faut un effectif quand même assez étoffé. Et à Rongier, je vais ajouter même Oscar Ferro de Toulouse. Ça, c'est une bonne idée. Qui est libre, et Oscar Ferro, ça peut faire vraiment du bien au niveau du milieu de terrain en milieu relayeur. C'est un super joueur, c'est un super coup à faire. C'est une bonne idée, mais je crois qu'il va pas aller à Nice. Il va à Nice.
Ouais, mais moi, je suis directeur sportif de Bordeaux, donc je donne tout ce que j'ai. Ouais, c'est vrai. Et Beige, tu le récupères pas ou t'en as parlé et j'ai raté, excuse-moi. Alors Paul Bass, j'aime bien, mais après, c'est vrai que je suis un peu comme le coach. Les retours, je suis pas forcément fan. Il demande un gros salaire en plus. Hein. Ouais, et puis moi, c'est vrai que Jovanovic m'a vraiment plu, donc je me dis que Jovanovic, il fera largement l'affaire. Avec Palois, avec Levchuk, avec tout l'allant qui peut être derrière, donc ça peut faire l'affaire. Et le gros chantier aussi, c'est devant. Alors là, devant, je m'éclate. Je pars sur Majid Waris de Lorient, qui peut être plutôt pas mal. Et là, je tente le coup de folie avec Anthony Martial en prêt pour le relancer pour la Coupe du Monde. Je fais une tentative. Alors après, en termes de budget, salaire, tout ça c'est à négocier, hein, toujours. Si c'est un prêt, tu payes rien, quoi. Après, ça dépend du Oui, salaire. avec Manchester qui paye son salaire. Exactement, c'est ça. Et c'est toi, directeur sportif de Bordeaux, qui prend le rendez-vous à Manchester, t'appelles et tout, le mec va dire c'est quoi ce larbin là qui veut prendre rendez-vous avec moi? Je tente. Moi, je tente. Et ça peut être pas mal. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer de relancer Ménez. Ça, on n'en parle pas assez. Ménez, tu veux relancer quoi? Ça fait 1000 ans que tout le monde veut le relancer. Ouais, mais mais pourquoi tu vas pas chercher Claudio Beauvu que Gourvenec connaît par cœur? Ouais, parce que Claudio Beauvu, moi perso, de moi en tout cas, je suis pas forcément fan. Hein. Moi, je suis pas fan. Et je trouve que Waris à Lorient, il a prouvé. Beauvu, l'année qu'il fait à Guingamp, c'est bien. Ouais, mais après la demi-saison qu'il fait à Lyon. Il connaît le coach et tout, c'est pas mal, non? Ouais, mais la demi-saison qu'il fait aussi à Lyon, elle est pas terrible. Donc Waris que sur une équipe comme Lorient qui jouait la relégation a quand même été pas forcément mauvais. Donc moi il a été irrégulier. Ouais. Toyota Waris. Ouais. Bon, écoute. Moi, Jérémy, je trouve que ça manque un peu d'imagination. T'as mis d'autres joueurs sur ta liste? Alors moi j'ai mis d'autres joueurs. J'ai mis un autre joueur aussi sur ma liste. C'est Alan Saint-Maximin. Qui va revenir à Monaco, qui va peut-être pas avoir forcément beaucoup de temps de jeu. Ouais, mais si Valère Germain s'en va, ils vont peut-être le garder. Hein. Ouais, mais il joue pas au même poste parce que Saint-Maximin, c'est un attaquant quand même. Voilà, c'est un attaquant, mais c'est plus un ailier. Donc moi je partirais là-dessus. Bon, et au niveau vente et prêt éventuel, au niveau départ. Au niveau départ, moi donc je vends Contento. Contento, c'est bon. Crivelli, que je pense qu'on peut récupérer, on peut récupérer quelques millions. Crivelli qui intéresse Strasbourg d'ailleurs. Ouais, on peut peut-être récupérer quelques millions. On n'est pas très riches nous, hein, donc. Tu feras un prix pour Gilbert. Je ferai un prix. Je vends Arambari, qui n'a pas réussi à s'adapter à notre jeu, qui n'a pas réussi à s'adapter au modèle européen. Qui n'est pas fait pour le schéma, c'est voilà, tout. exactement. C'est un numéro 5 à l'Argentine. Si tu le mets, si tu joues pas avec ce type de profil dans ton milieu, faut pas s'attendre non plus à des miracles, quoi. Je vends aussi Roland. Il a une bonne valeur marchande. Ouais. Roland, c'est un pilier des Girondins. Il a encore joué là. Il est encore titulaire avec l'Uruguay aujourd'hui. Pourquoi tu veux pas le garder? Parce que Roland, c'est trop irrégulier, c'est trop frêle. Moi, je trouve, honnêtement, je préfère. C'est quand même pas mal, Roland. C'est très bon, mais je pense que c'est un peu nonchalant, qu'il a besoin d'être un peu plus cadré, un peu plus challengé. Il faut vraiment un coach qui soit à son cul, quoi. Là, quand tu vas en Uruguay avec Tabarez, il a pas trop le choix de lambiner, quoi. Et puis moi, je le trouve pas. C'est vrai que pour voir tous les matchs de Bordeaux pour aller au stade, je le trouve pas transcendant, moi. Et aujourd'hui, il a une valeur marchande, faut pas négliger. Et je pense que c'est le bon moment. C'est comme Adam Ounas aussi que je vends aussi, pareil. Il y a le Napoli qui est dessus et on peut récupérer quasiment 10 millions. C'est un jeune qui est bourré de talent, mais aujourd'hui qui est trop irrégulier, qui a pas forcément une super mentalité, qui a eu quelques petits problèmes avec le vestiaire, avec les supporters. Donc je pense qu'il y a de l'argent aussi à récupérer là-dessus. Ça fait beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Jérémy, les gars? Ça m'a plu, j'aime bien. Je mets un 7,5. Tu mets un 7,5, toi. Et Jonathan? Parce que c'était sobre, ça m'a pas fait non plus rêver. Moi, je vais être un peu plus sévère. Je trouve que ça manque un peu d'imagination. Alors, sans forcément jouer à Football Manager, mais je pense qu'on est dans des noms un peu pépères. Il n'y a rien de nouveau. Faire revenir Martial Lamprey et compagnie. Enfin, c'est que des noms qu'on connaît, des noms de Ligue 1. Je sais, là, Bordeaux apparemment est en passe de faire signer un petit milieu belge qui est vraiment intéressant. C'est ça? Le Rager. Voilà. Moi, je te mets 6,5.
Ah, c'est sévère. Hein. Attends. Sévère, ouais, très sévère. Ah, ça, c'est sévère. Hein. Désolé. Le problème, c'est que t'as pas les mêmes votants tous les soirs. Bah ouais, mais c'est ça qui fait le sel du jeu. Ouais, parce que hier. On n'a pas toujours les mêmes Non, profs, 6,5 c'est sévère parce qu'au niveau de la défense, non, allez, je te mets 7. Bon, il révise 7. ça. Voilà. 7, bah moi je trouve qu'il y a de bonnes idées malgré tout, même si tu qualifies ça de pépère, hein, il y a des trucs qui se tentent, il y a des joueurs qui sont libres, effectivement, qui valent le coup. Il y a des mecs qui descendent en Ligue 2 qui valent le coup. Allez, moi je mets 7,5 comme Daniel. Voilà. Moi je pense que globalement, tu as la moyenne partout, quoi, Jérémy, c'est pas mal. Bah, nickel, ça va. Bon, bah écoute, on verra ce que ça donne pour le. Enfin, Contento, effectivement, de toute façon, il est sur le départ. Ouais. Crivelli, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais il y a des clubs qui le veulent. Martial, bon, ça semble un peu compliqué. Mais Waris, je pense qu'il y a plusieurs clubs de Ligue 1 qui vont se pencher sur son cas, hein, quand même. Hein. Waris, bon, voilà. Merci Jérémy. Merci à vous. Salut Jérémy, bonne soirée. Salut, bonne soirée. On fera ta moyenne et puis on t'intégrera au classement final là, des directeurs sportifs. Dans quelques instants, on va parler de Caen et de l'Italie. Quel rapport y a-t-il entre Caen et l'Italie ? Absolument aucun. Mais ce sera tout de suite dans l'after.